wara laa léegi Modou Ndiaye mbokk yi bis baa gi noonu la 25 ci stade Iba Mar Diop waaye bis lu mu rëy am na ñu la war a gunge sëñ Modou Ndiaye ñan ñoo ko war a gunge bu bis ba soxna na fi Fallou Fall Sanar assurance MK excellence ak Sococine mbokk yi bis baa gi noonu bis bu rëy en direct des TV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur DTV, les titres de ce journal. BFM 2018, plus de 193 000 candidats en lice, la surveillance dans les centres renforcée. En notant déficit de professeurs pour la correction des épreuves de français au jury 2 du CM, Blaise Diagne. Les inspecteurs de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports exigent le recrutement dans la fonction publique. Leur prise de fonction reste suspendue à la signature d'un décret. Ils menacent d'observer une grève de la faim à partir de la semaine prochaine. Fonds de dotation aux mairies, le directeur de l'agence de développement local annonce le déblocage imminent des fonds en question. Charissa Sall promet une hausse des subventions pour chaque municipalité. Et portrait de ce soir, Maître Moussa Sarr, l'avocat de l'imam Alioune Badara Ndao. Un homme humble, rigoureux, son entourage professionnel et privé ne tarit pas d'éloges sur lui. Vous en saurez plus sur la robe noire dans ce journal. De l'éducation pour démarrer ce journal, brevet de fin d'études moyennes. Les épreuves ont démarré ce mardi dans le pays. Le nombre de candidats dépasse largement celui du baccalauréat général. Plus de 193 000. Les premières épreuves, à savoir la rédaction, la dictée et le texte suivi de questions, sont jugées faciles et abordables. Dans les centres, la sécurité dans les salles de classe a été renforcée. Cependant, le président du jury 2 du CM, Blaise Diagne, demande beaucoup plus de professeurs pour la correction des épreuves de français. Voyons cela avec Pour leur première épreuve, en l'occurrence la dissertation, il fallait choisir entre la parité au travail et une si longue lettre de Yamaba. Beaucoup de candidats ont choisi le premier sujet, plus simple et plus facile. Ça se passe bien. Des problèmes des métiers entre les femmes et les hommes. On pense que les hommes sont supérieurs aux femmes et ça c'est pas normal. C'est ça qu'on a évalué. C'était un peu facile. Pour moi, je sais pas pour les autres. Moi j'ai pris le sujet. C'est pas normal que tous les hommes fassent des métiers. Et que les femmes restent toujours au foyer. Pour l'heure, le moral est au beau fixe. Ils ne sont pas encore gagnés par le stress et la peur. En fait, quand j'arrivais, j'avais peur. Mais là, vous êtes confiant? Oui. Après, on a TSQ. Ensuite, on a une pause de 2 heures de temps avant d'avoir des sciences. Après, on a l'anglais. Vous avez peur? Non. On n'est pas stressé? Non, du tout. Au lycée Blaise Diagne, le jury 2 enregistre 227 candidats. Seuls 3 absents ont été notés. Le seul bémol est qu'il n'y a qu'un seul professeur pour la correction des épreuves de français. Les débuts d'épreuve se passent très bien. Un jury paré de 227 candidats. Ils nous ont affecté qu'un correcteur par matière. Vous voyez qu'avec le français c'est difficile, où il faut corriger non seulement la dissertation, le TSQ et l'orthographe grammaire. Peut-être que d'ici la fin des épreuves, ils vont nous envoyer, je sais qu'ils vont nous envoyer parce que j'ai appelé. Comme pour le baccalauréat, la sécurité a été renforcée. Portables, tablettes, entre autres, sont interdits dans les salles de classe et dans l'enceinte du centre. D'interdire l'usage des portables avec les élèves au niveau du centre et des jurys. L'interdiction des portables avec les correcteurs, pas les surveillants, aux abords des salles de classe. Bon, il est seulement habilité au président du jury d'utiliser leur portable. Plus de 194 000 candidats passent le BFM sur l'ensemble du territoire national. Les candidats espèrent que les autres épreuves seront aussi faciles et abordables que celles du premier jour. En attendant, des délibérations y sont concentrées au maximum pour décrocher leur brevet de fin d'études. Moyen.
Et puis en bref, à Mbacké, près de 3400 candidats ont composé dans 13 centres dans la commune et dans la zone rurale. La sécurité a été renforcée, le port de téléphones portables réglementé selon les autorités scolaires en charge de l'organisation. Tout se déroule bien pour le moment. L'inspecteur de l'éducation et de la formation a effectué une tournée ce mardi dans quelques centres d'examen dans la localité. Vous avez certainement pu suivre Ndiaga Ba ou Nico Delage Moudougué dans notre édition en Wolof. Les premiers résultats du baccalauréat général commencent à tomber au centre Demba Diop de Mbour. Mamadou Lamine Ba, président de jury, juge les résultats provisoires satisfaisants. Il avance en taux de 50% des séries L1, L'1 et L2 en attendant les épreuves du second tour. Pour plus de détails, suivons-le au micro de Mamadou Diop. J'ai un jury qui est composé de 2 séries, la série L'1 et la série L2. La série L'1 avait un nombre de candidats de 216. Il y a eu 4 absents. Donc on composé, les 212 candidats ont composé. Et sont admis d'office, 35 candidats sont admis d'office, soit un pourcentage de 16,5%. Ceux qui sont admissibles, ils sont 73, soit un pourcentage de 34,43%. Et 105 sont ajournés, et soit un pourcentage de 45,52%. Globalement, au niveau de cette série-là, on a un taux d'admissibilité de presque 50%. Parce que si on comptabilise les admissibles et les admis maintenant, on aura 108 sur les 216 et on aura 50% de taux d'admissibilité. Juste préciser, le directeur de l'office du bac porte à la connaissance des candidats autorisés à subir les épreuves du second tour du baccalauréat secondaire général que les dites épreuves démarrent ce mercredi 25 juillet 2018 à partir de 7h30. Mais nous restons dans le chapitre éducation. À Mbao, les autorités municipales ont primé les meilleurs élèves de la localité. Ils sont au nombre de 610 potages et viennent des 12 écoles publiques de la commune. Le maire indique que cette cérémonie vise à cultiver l'excellence. À Mbao, un geste salué par les parents d'élèves. La cérémonie de distinction s'est déroulée en présence des autorités académiques de l'IEF de Thiaroye. Abdoulaye Wanyanga était sur place. Ce sont 610 élèves qui ont été primés. Ils sont issus des 12 établissements scolaires de la commune de Mbao. Une manière de cultiver l'excellence dans les écoles. Ce sont d'ailleurs les 5 meilleurs de chaque classe qui ont été choisis pour recevoir ces distinctions. Aujourd'hui, on est là avec l'ensemble de la population de Mbao et l'ensemble des 12 écoles élémentaires publiques de la commune de Mbao, juste pour primer nos meilleurs élèves. Les autorités locales de la commune de Mbao ne comptent pas s'arrêter là. Elles désirent également accompagner les étudiants de la localité. Donc soutenir les écoles pendant les moments des examens. Nous avons aussi pris du personnel d'appui pour les écoles élémentaires, pour les CEI, mais aussi pour le lycée de Mbao. Et aussi nous subventionnons nos étudiants qui sont dans la commune de Mbao à travers une cellule qu'ils appellent la CERCAM. Donc nous avons beaucoup de choses que nous avons fait aussi au niveau de l'école de Mbao. Il y a beaucoup de choses à citer, mais aujourd'hui c'était l'exemple palpant pour pouvoir participer à l'éducation de cette commune de Mbao. Les établissements scolaires de Mbao sont confrontés à un problème lié aux inondations. Les autorités municipales en sont conscientes, elles comptent y remédier. Intéressons-nous à présent au sit-in ce mardi des inspecteurs de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports devant le ministère de la fonction publique. Ils dénoncent leur non-recrutement dans la fonction publique depuis le 31 juillet 2017. Ces inspecteurs menacent de poursuivre leur plan d'action dans les jours à venir si leur requête ne trouve pas une oreille attentive. C'était en présence d'Ibrahim Fall. 365 jours au chômage, voilà ce que vivent les inspecteurs de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports. La 24e promotion de l'INSEPS, toujours pas dans la fonction publique, une pilule difficile à avaler pour ces inspecteurs. Nous sommes venus réclamer ce qui nous revient de droit, à savoir notre intégration dans la fonction publique, puisque nous avons réussi à un concours de l'État. Celle-ci est la 3e manifestation du genre que nous organisons, toujours dans le but constant de dénoncer et de fustiger les lenteurs et les blocages inexpliqués
et donc qui sont liées à notre intégration dans la fonction publique. Et pourtant, les autorités compétentes sont bien informées de la situation. Pour ces inspecteurs, il y a anguille sous roche. Le dossier donc est passé par tous les services de contrôle de l'État. Aujourd'hui, notre prise de service reste suspendue à la signature d'un décret. C'est donc dire qu'aujourd'hui, le dossier se trouve, d'après nos informations, au niveau des services de la primature et de la présidence. Au-delà des infrastructures sportives, il faut également des ressources humaines qualifiées pour pouvoir continuer à encadrer le développement du sport. Pour la suite de leur plan d'action, ils comptent passer à la vitesse supérieure. Mardi prochain, c'est le 31 juillet. C'est une date symbolique pour nous. Nous entendons bien tenir, observer une grève de la faim illimitée à l'INSEPS, avec la participation de la délégation des étudiants et de l'amicale des étudiants de l'INSEPS. Une gestion efficiente du sport sénégalais nécessite forcément des ressources humaines de qualité. Cependant, au ministère des Sports, le manque de personnel qualifié est souvent évoqué. Je l'ai annoncé en titre, le retard accusé cette année pour la réception des fonds de dotation aux mairies ne sera bientôt qu'un vieux souvenir. Le directeur de l'agence de développement local rassure les édiles des villes du Sénégal. Quant au déblocage imminent des fonds, Cherissa Sall promet une hausse des subventions pour chaque municipalité. Il présidait un meeting de sensibilisation sur le parrainage à Mbour. Le directeur général de l'ADM au micro de Mamadi Diop. Les fonds de dotation vont être libérés très rapidement. Durant cette année, on a couplé énormément de réformes sur le plan financier qui ont retardé un peu les transferts au niveau de l'État. Au niveau des impôts, il y a actuellement la contribution économique locale, la CEL, qui va permettre d'augmenter de manière considérable les ressources propres des collectivités locales. Au niveau des mines, le fonds minier, il y a une réforme qui va permettre à toutes les collectivités locales du Sénégal de bénéficier des ressources minières qui sont produites au niveau du Sénégal. À côté de cela, le gouvernement du Sénégal a augmenté de manière considérable le fonds d'équipement des collectivités territoriales. Et avec le PACASEN également, qui va prendre comme véhicule le fonds d'équipement, tous les transferts vont passer par ces fonds-là. Je crois que c'est toutes ces réformes-là qu'il fallait boucler pour permettre maintenant à ces collectivités locales de recevoir correctement les transferts. Et on va le voir dans quelques semaines. Vous verrez beaucoup de mouvements en matière d'investissement dans ces collectivités. Un mot d'économie dans ce journal. L'État du Sénégal va accélérer la cadence pour la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Cet accord favorise les échanges intra-africains de produits avec une certaine valeur ajoutée. Le gouvernement espère faire progresser la balance commerciale sénégalaise en Afrique. Toutefois, de nombreuses craintes persistent concernant notamment la mise en concurrence des producteurs sénégalais avec les poids lourds du continent africain. Les éclairages d'Erwan Nebia. La plus grande zone de libre-échange du monde, mais à quel prix? C'est la question qui traverse les milieux économiques après l'annonce en mars dernier de la mise en place de la ZLECAf, soit la zone de libre-échange continentale africaine. Donc la zone de libre-échange a été lancée le 21 mars dernier. Donc 44 pays ont signé l'accord. Et lors de la dernière conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, à l'occasion du sommet qui s'est tenu à Nouakchott en juillet dernier, donc 5 autres pays vraiment ont signé l'accord sur la zone de libre-échange continentale. Monsieur Alioune Sarr, ministre du Commerce, a salué sa mise en place, se prononçant en faveur de l'essor des échanges intra-africains, au dépit notamment des échanges vers l'Europe, critiquant au passage les contre-mesures européennes visant les passeports diplomatiques sénégalais. Entre 45 et 50% de nos exportations se font sur le continent africain, donc il reste évident que notre pays a intérêt vraiment dans cette zone de libre-échange continentale africaine. L'ouverture de la concurrence, sans protection, avec les mastodontes économiques que sont l'Afrique du Sud, les pays du Maghreb, ou encore le Nigeria par exemple, fait planer le risque d'une concurrence faussée et déloyale. De son côté, la directrice du commerce extérieur se veut rassurante. Dans tout processus, il y aura toujours des gagnants et des perdants. On ne peut pas gagner partout, on ne peut pas perdre partout. Le plus important, c'est la politique qui sera mise en place pour accompagner les entreprises, mais également le dynamisme et la proactivité des entreprises. Alors que dans le monde entier, et en particulier au niveau de l'ALENA et de la zone Schengen,
les zones de libre-échange provoquent colère populaire et levée de boucliers, l'avenir dira si ces accords participeront de la coémergence des pays africains ou bien consacreront la guerre de tous contre tous. Et nous reparlons de l'accueil chaleureux réservé à l'imam Alioune Badara Ndao à Kaolack. De retour parmi les siens, après près de 3 ans de détention, il a tenu à remercier ses proches, les magistrats et ses avocats pour le travail abattu qui lui a valu sa libération. Suivant la déclaration d'imam Ndao au micro de Pape Malik Fall. Nous rendons d'abord grâce à Dieu et nous prions pour que le bon Dieu nous accorde sa bénédiction. La deuxième chose, c'est de rendre un vivant hommage au peuple sénégalais qui nous a soutenus du début jusqu'à la fin, et particulièrement les musulmans et l'humanité tout entière. Cette affaire avait bouleversé l'esprit de beaucoup de Sénégalais au début, mais Dieu merci, la vérité a triomphé à travers les juges qui pilotaient le dossier. Un élément clé dans cette libération, Maître Moussa Sarr, l'évocation de ce nom attirera certainement votre attention. Eh bien, il s'agit de l'avocat qui a arraché l'acquittement de son client, Imam Ndao, qui était accusé de terrorisme. Un résultat que la robe noire prend avec beaucoup d'humilité. Un succès qui vient couronner ses 18 ans de barreau. Son ancien rapporteur, Maître Alioune Badara Fall, son condisciple, Maître Cheikh Tidiane Ndao et son cousin, Fodé Diouf, lui témoignent une rigueur indéfectible. Ce portrait signé Code Ndiaye sur Maître Sarr vous permettra d'en savoir plus sur l'homme. Durant presque 3 ans, pour la première fois de l'histoire judiciaire du Sénégal, des présumés terroristes comparaissent devant une juridiction, un procès au terme duquel le principal accusé sort acquitté. Derrière ce résultat, une robe noire. Question, qui est Maître Moussa Sarr? J'ai fait l'essentiel de mon parcours primaire un peu partout dans le Sénégal. J'ai démarré d'abord à Koussanar, à 30 km de Tambacounda. J'ai fait Makakouli-Bantan. J'ai fait Thiaré-Laghem, dans le Laghem, à côté de Ndofane. Ensuite, j'ai fait également Ndofane-Laghem. Et ensuite, pour le lycée, j'ai fait une partie à Dakar et une partie à Kaolack, au lycée Valdiodio Ndiaye, où j'ai obtenu mon baccalauréat. Ensuite, je suis venu à la faculté de droit, où j'ai fait toutes mes études, n'est-ce pas, universitaires, jusqu'à obtenir une maîtrise, ensuite un DS en droit bancaire, ensuite un DIA en sciences politiques, option défense et sécurité. Et ensuite, j'ai fait l'examen du barreau que j'ai réussi. J'ai prêté serment le 4 février 2000. L'avocat est foncièrement contre l'injustice. D'ailleurs, c'est la principale motivation qui l'a poussé à embrasser ce métier, être du côté des opprimés. J'ai toujours aimé être avocat pour défendre, n'est-ce pas, les plus faibles, les plus précaires, parce que j'aborde l'injustice. Je suis contre également l'impunité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours rêvé d'être avocat, pour avoir la possibilité de défendre, n'est-ce pas, certaines causes lorsque je sens qu'il y a une injustice. Ñun duñu ay terroristes, ñun duñu jël xeer door ko ci morom ma te amuñu ci soxla. Waxatuma la ray nit ak leneen, gëmuñu ko, xamuñu ko, duñu ñoom, duñu ñun. Un avocat d'affaires qui tire son épingle du jeu dans des procès pénaux, celui de Imam Alioune Ndao restera sans nul doute gravé dans sa carrière, un procès historique à tout point de vue. Lorsque j'ai réussi le concours, je suis arrivé dans un cabinet d'affaires, ce qui fait que l'essentiel de mon activité, et c'est une activité de droit des affaires. Mais comme je l'ai dit, de temps en temps, chaque année, il m'arrive de plaider quelques dossiers de droit pénal, 3, 4, 5, pour défendre certaines causes-là. Et ça me permet, n'est-ce pas, d'être proche des gens fragiles. Parce que mon métier d'avocat me permet tous les jours de mesurer, de constater la fragilité du destin humain. Et par mon métier d'avocat, je contribue à apporter, n'est-ce pas, mon pierre à l'édifice. La rigueur, le mot qui revient le plus dans les témoignages sur sa personne, son ancien rapporteur et ancien bâtonnier, a été très tôt séduit par le jeune avocat. Dès notre premier contact, j'ai lu dans ses yeux que c'est une personne qui était déterminée, qui était destinée à la profession d'avocat.
j'avais compris aussi, de par les propos, les réponses qu'il apportait aux questions que je lui posais, que c'était quelqu'un de très sincère et de très loyal, qui en avait envie, qui voulait apprendre cette profession et servir la profession d'avocat. Maître Moussa Sarr a toujours eu la rigueur et le courage en bandoulière, témoignent ses confrères. Ce que je peux dire de Maître Moussa Sarr, c'est ce que je crois que tout avocat pourrait dire de lui. C'est quelqu'un qui est connu pour sa rigueur. Si vous interrogez n'importe quel avocat, n'importe quel acteur judiciaire, le mot qui va revenir très souvent comme un leitmotiv, c'est rigoureux. Son cousin, devenu aujourd'hui directeur d'école, considéré comme l'aîné de sa famille, voyait très tôt en lui un jeune plein d'ambition, une ambition guidée par la bénédiction de ses parents. Maître Sarr agit beaucoup dans le social. Alors, c'est un homme qui va, je dis, jusqu'au bout. Parce que je lui ai dit ça, je lui ai rappelé, n'est-ce pas, vraiment la bénédiction. Je lui ai dit que vraiment, ceci ne nous surprend guère parce que tu as la bénédiction de tes parents. Et vraiment, tu peux aller très loin. Il m'a dit qu'avec beaucoup d'humilité, tout ce que j'ai pu actuellement avoir aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. C'est le bon Dieu qui fait tout. Donc, vraiment avec beaucoup d'humilité. Voilà. Donc, vraiment, je ne peux que, en fait, formuler des prières pour lui. Maître Moussa Sarr est spécialiste des affaires, mais sa carrière est déjà fournie au pénal. L'affaire Ndiaga Diouf, Barthélémy Diaz contre les régies publicitaires, État du Sénégal, Yavuz Selim, le dossier des jeunes de Wakam, autant de dossiers dont la robe noire a tiré satisfaction avant que le procès Imam Aliou Ndao le mette sous le feu des projecteurs. Clap de fin de la deuxième édition du congrès de la Ligue des intellectuels et prédicateurs de Soninkara. Durant 3 jours, les participants venus de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest ont abordé plusieurs thématiques socio-économiques, notamment sur les questions d'éducation, des migrations et d'insertion des jeunes, ce pour l'union et le développement de la communauté soninké. Les détails, Mariam Biramba. Après la Mauritanie, Dakar a accueilli durant 3 jours le 2e congrès de la Ligue des intellectuels et prédicateurs de Soninkara, un cadre d'écoute, d'échange sur les mots de la communauté soninké. Tout le monde s'est réuni ici, des délégations qui sont venues un peu de la sous-région, du Mali, de la Mauritanie, du Sénégal, de la Guinée-Bissau, de la Gambie et de la Guinée-Conakry. Nous nous sommes réunis par rapport pour discuter des thèmes qui sont les nôtres, c'est-à-dire les problématiques que rencontrent les populations soninké dans leur terroir. Et par rapport à ces défis-là, nous avons élaboré des réflexions centrées sur quelles sont les voies et issues qu'on peut faire pour pouvoir améliorer notre cadre de vie. Parmi ces défis, l'épineuse question de l'immigration clandestine. Déjà, la semaine dernière, une 30aine de migrants sénégalais disparaissaient dans une zone désertique en Mauritanie. Une situation qui inquiète les Soninkara, une communauté migrante extrêmement présente dans l'ensemble des pays de la diaspora. Les Soninké, comme vous le savez bien, c'est une population d'immigration. Donc nous sommes confrontés à des problèmes sociaux par rapport à cette immigration. Donc comment pouvons-nous faire aujourd'hui dans ce monde pour que les Soninké puissent bien se sentir chez eux et pouvoir vivre cette immigration de la meilleure façon qu'il soit. Le 2e congrès de la Ligue des intellectuels et prédicateurs de Soninkara, un moment fort d'échange sur les questions d'éducation, de développement et d'insertion des jeunes Soninké. L'objectif pour la Ligue est de fixer ces derniers dans leur terroir tout en favorisant leurs conditions de réussite. Allons à Grand-Yoff. Une opération de curage des canaux à ciel ouvert a démarré depuis quelques jours. Les populations décrivent le manque d'entretien de ces canaux avant la saison des pluies. Cependant, elles fustigent l'incivisme de certaines personnes qui se servent de ces canaux comme d'un dépotoir à ciel ouvert. Ces habitants invitent tout un chacun à y mettre du sien pour le bien-être de tous. Un reportage de Mohamed Diong. Dans cette rue de Grand-Yoff, le curage des canaux suit son cours. Toutefois, ces canaux initialement prévus pour conduire les eaux de pluie
deviennent un lieu de dépotoir de déchets, ce qui n'est pas sans conséquence. Le gouvernement fait de son mieux, mais le problème reste l'attitude de certaines personnes qui déversent les ordures dans ces canaux, ce qui les bouche. Conséquence, l'eau stagne et nous cause des difficultés. Le nettoyage pré-hivernal de ces canaux à ciel ouvert et accessible peut sembler inutile compte tenu de l'agissement de certains. C'est très bien même de nettoyer et de faire le curage des canaux à ciel ouvert. Cependant, je préconise qu'il y ait toujours des couvercles, car cela va permettre à ce que les gens ne puissent pas déverser quoi que ce soit dedans. Ainsi, le problème se trouverait dans le fait que les canaux sont à ciel ouvert et restent détournés de leur premier objectif. Néanmoins, l'appel à plus de civisme est lancé pour endiguer ce phénomène. Et nous en venons à notre sujet de ce soir. Ils officient sur la route de Ouakam. Ces vendeurs de barbecue et fourneaux exposent leurs articles pour attirer la clientèle avec la fête de l'Aïd el-Kébir qui arrive à Rempart. Pas d'acheteurs pour le moment. Toutefois, ils restent confiants. Ce métier, ils l'exercent depuis plusieurs années. Un legs que leur a transmis leurs parents. Chantal Badji s'est intéressée à leurs occupations quotidiennes. Regardez. La route, ces vendeurs qui s'activent dans la vente de barbecue et fourneaux. Ils exposent leurs chefs-d'œuvre pour attirer la clientèle. Ce commerce est leur gagne-pain depuis des années. Nous, on est tous les 12 mois de l'année. Mais c'est pendant la Tabaskina qu'on amène beaucoup de bagages. Mais tous les 12 mois de l'année, on est ici. Nous. Pour qu'on satisfait les clients. Pour que les clients, s'ils viennent ici, ils vont être très contents. Ils achètent le produit fini auprès des forgerons, mais en font quand même quelques retouches avant de les exposer. Ce sont des fabricants qui sont des endroits différents à Dakar. Nous, on allait là-bas pour prendre les bagages et amener ici pour faire les finitions, les peintures et les argentins. C'est nous qui faisons ça. On le prend, oui. On va le nettoyer et ensuite on fait la peinture. Comme un héritage, cet homme prétend tenir ce don de ses parents. Il n'a jamais appris le métier. On a appris à nos grands-pères. C'est notre père qui faisait ça. Maintenant, c'est nous, les enfants, qui s'occupent de ça maintenant. Qui s'occupent de ça, qui fait de bon travail pour que les clients, s'ils viennent ici, ils vont être très contents. Pour le prix, il précise que c'est à portée de toutes les bourses. Le prix, c'est différent. Il y a des prix, il y a des barbecues qui coûtent 15 000, il y a 20 000, il y a 30 000, il y a 40 000, jusqu'à 60, jusqu'à 70 000. Ça dépend du prix de l'argent du client et quelle dimension du barbecue qu'il veut. Fourneaux, barbecue, grillage et d'autres outils de cuisine étalés à même le pavé de la route. Ces vendeurs se frottent bien les mains, même si les clients tardent à venir. Et c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique, l'info, contenu. Dans quelques instants avec BBC Afrique, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Salam alaikum chers téléspectateurs, nuyu naa leen ziar naa leen ja moko ci moko connaît ñu dalal ko tey sur Reggae Kala un africain. Alpha Blondy a chanté, Tiken Jah a chanté, Bob Marley même a chanté. Nous on est déterminés, on se dit mais